C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, 2 milliards de francs CFA, c'est le budget de la Cour constitutionnelle pour 2025. Le président Dorothée Sosa était devant la commission budgétaire pour défendre son portefeuille. Des délégations de la Côte d'Ivoire et du Ghana sont au Bénin dans le cadre du forum sous-régional des membres des groupes de travail technique du projet sur les indicateurs du travail forcé, un groupe que le Bénin a intégré cette année. Et puis à Niki, la cité impériale, Internet est disponible. Même dans les camps les plus reculés, les populations y ont accès. Néanmoins, quelques problèmes persistent. Constat avec Ronald Robinson. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. 2 milliards de francs CFA, c'est le budget de la Cour constitutionnelle gestion 2025. Le président Dorothée Sosa a détaillé les diverses charges devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale. Voici un extrait de ses propos. C'est un budget globalement stable, puisque nous demandons à la représentation nationale un montant de 2 milliards 793 millions en augmentation d'environ 3% par rapport à l'année dernière. Et cette augmentation concerne notamment le personnel, c'est-à-dire les avancements, les promotions. Je dois préciser que ce budget s'entend hors élection, parce qu'il ne faut pas oublier que les élections de 2026, dont tout le monde parle, démarrent en réalité en 2025. Mais là, ça fait partie d'une corbeille d'ensemble qui inclut beaucoup d'institutions, et c'est coordonné par le ministère des Finances. Nous sommes en train de préparer un plan stratégique et que c'est sur la base de ce plan que nous pourrons réclamer des moyens nouveaux. On ne va pas, comme ça, au hasard, dire qu'il faut nous donner telle somme d'argent et tout ça. Donc nous viendrons de façon scientifique dire il faut ci pour que la Cour fonctionne encore mieux dans les années à venir. Et cela se fera quand nous allons arrêter les conclusions de notre plan stratégique. Après 8 ans de réforme pour booster la production de l'ananas, le projet Pinex passe la main. C'est désormais d'autres partenaires techniques et financiers qui ont la charge de conduire à bon port la filière. La cérémonie de passation de charge, c'est avec Alain Sochouma et Igor Ayoso. L'ananas béninois a le vent en poupe. Il s'exporte à l'international. Pour en arriver là, de nombreuses structures se sont mises à la tâche. C'est le cas du projet Pineapple Processing for Export avec plus de 15 milliards de francs CFA investis. Le programme Pinex a obtenu des résultats impressionnants au cours de 9 années d'existence. Il a touché plus de 36 600 bénéficiaires directs et plus de 163 000 bénéficiaires indirects, notamment des membres de la famille et de la communauté. Pinex a contribué à augmenter le pourcentage de transformateurs d'ananas qui exportent en dehors du Bénin de 40% en 2016 à 74% en 2022. De 2016 à 2024, la modeste mais clairvoyante équipe de Pinex a travaillé avec détermination et efficacité qui ont permis d'atteindre des résultats impressionnants, voire inédits. Je voudrais remercier Pinex pour avoir développé le protocole de maîtrise de la limite maximale de résidus de typhon sur l'ananas destiné à l'exportation vers l'Union européenne. Porté par le département de l'agriculture des États-Unis et mis en œuvre par Partners for Development PFD, le projet a permis à l'ananas béninois de connaître une productivité record avec l'implication des producteurs et des transformateurs. Le moment est venu de passer officiellement la main aux partenaires du projet. Avant l'avènement du Pinex, le sous-secteur transformation de l'ananas était constitué en majorité de transformateurs isolés. Les appuis du Pinex ont contribué, entre autres, à la mise en place et à la structuration de la coopérative des entreprises de transformation d'ananas du Bénin, qui compte à ce jour 75 entreprises. La CETRAP a bénéficié des appuis institutionnels. Un agent technique a été recruté et mis à notre disposition pour nous accompagner dans nos activités de transformation. L'ananas béninois se positionne donc aujourd'hui
comme une spéculation qui pourrait rivaliser avec le coton. Les différents acteurs de la mise en œuvre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale sont en formation à Dassazoumé. Sur invitation du Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs, les participants vont s'approprier les outils pour prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs ou trouver des solutions selon le cas. Pierrette Adanyossi et Kandel Capo. Financé par la coopération suisse, le programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et à la cohésion sociale est l'une des nombreuses initiatives de l'exécutif pour enrayer les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cet atelier vise donc à renforcer les capacités des acteurs impliqués. Durant les 3 jours, les participants vont se familiariser d'outils leur permettant de conduire leur activité en intégrant la GPSC. GPSC entendait gestion de programmes sensibles au conflit. Cet atelier favorisera également le partage de nos riches expériences et l'atteinte des principaux résultats attendus au terme de nos travaux. Les attentes du programme PAIR sont grandes et nous fondons notre espoir d'utiliser désormais les outils adéquats comme outils d'aide à la prise de décision visant à améliorer nos interventions. Le département des collines fait partie des régions du pays qui enregistrent régulièrement des conflits agro-pastoraux, d'où la joie de l'autorité préfectorale d'accueillir une telle activité. Je salue d'abord ce projet et aussi saluer les objectifs assignés à cet atelier. Je voudrais donc vous inviter à suivre de façon très attentive les communications et travailler assidûment dans les travaux de groupe afin que les objectifs assignés à cet atelier, qui va durer 72 heures, soient atteints. La police républicaine, les autorités locales au niveau de nos communes sont tout le temps embêtées par cette histoire de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Donc vous voyez notre satisfaction, notre attente par rapport aux résultats qui sortiront de cet atelier. Après Dassazoumé, la commune de Lokossa va accueillir la même formation début décembre. Depuis l'arrivée au pouvoir de Patrice Talon en 2016, le gouvernement a entrepris une série de réformes dans plusieurs secteurs, dont celui de la santé. Ces réformes visent à renforcer les infrastructures, améliorer la qualité des soins et rendre le système de santé plus accessible aux populations. Marcel Arrossi nous propose ici un aperçu des principales avancées dans le domaine sanitaire, notamment dans le septentrion. Les réalisations sont là. Elles sont concrètes. Elles crèvent l'œil. Au rang des réussites du programme d'action du gouvernement sous Patrice Talon, le secteur sanitaire. L'investissement ces dernières années dans la construction, la rénovation et l'équipement des centres de santé est massif. Nous voici à Savet, au milieu des collines, où s'opère une métamorphose. L'hôpital de zone est entièrement reconstruit. Pas de développement sans des hommes et femmes en bonne santé, des bras valides qui vont travailler pour accroître la richesse. Aujourd'hui, ce joyau, de par les équipements que nous avons vus, des équipements de pointe que nous avons vus, cela prouve que le président Talon a à cœur de régler les questions de santé pour le peuple béninois. À des dizaines de kilomètres, le vent de modernité souffle sur les centres de santé des arrondissements de Tchaourou, d'Alafiarou à Sanson, en passant par Goro, Béterou, Kika et Tchatchou. Bien plus que des constructions en béton et en acier, ces infrastructures incarnent l'espoir de milliers de personnes. On a hâte d'intégrer les bâtiments.
Forcément, et nous allons travailler avec de meilleures infrastructures. Et le bâtiment dispose d'un labo également, ce qu'on n'a pas actuellement. Donc, ça va nous permettre de mieux prendre en charge les patients. L'hospitalisation, par exemple, des femmes sera plus facile parce que quand elles seront dans un cadre plus agréable, je pense que ce serait plus facile pour nous de faire la surveillance, surtout en postpartum. Si une seule femme vient, c'est elle qui ira publier. Elle va faire la publicité. Ah, le centre de Bétérou a changé. Hein. Ce n'est plus comme avant. Avant, on est là, les moustiques nous bouffent. Il n'y a pas de lumière, les bâtiments sont gâtés. Même maintenant, tout est propre. Il n'y a personne, même l'ennemi de Talou est content de voir ces joyaux. Je suis doublement impacté par le projet en tant qu'autochtone, fils du terroir, et en tant qu'agent. En tant qu'autochtone, je suis content en ce sens que ça va améliorer la qualité des soins offerts à la population à la base. Ensuite, en tant qu'agent, nous manquons de locaux. Ouais. Donc ça vient forcément apporter un ouf de soulagement. Derrière chaque mur élevé, une promesse, celle d'un avenir où la distance ne sera plus un obstacle pour accéder aux soins, celle où chaque enfant pourra grandir en meilleure santé et chaque famille pourra compter sur une prise en charge de qualité. Le colloque scientifique dédié à l'intégration des médecines traditionnelles et conventionnelles dans les systèmes de santé modernes et éducatifs a pris fin. L'une des plus importantes résolutions est la suggestion de création d'instituts nationaux en médecine traditionnelle. Le président de la commission éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en parle ici au micro de Christelle Tongodo et Benjamin Denayo. Avec un tel institut, beaucoup de problèmes seront résolus. D'abord, la rigueur des experts qui y seront, la possibilité pour les experts de la médecine traditionnelle de trouver de collaborateurs fidèles, fiables, pour poser leurs problèmes et aller de l'avant. Le système national de santé doit comprendre les deux médecines, la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle. La raison est toute simple. Malgré le développement de la médecine conventionnelle, nos populations recourent naturellement et bien évidemment à la médecine traditionnelle. Suggérer la mise en place de cadres de concertation tripartite entre le ministère de la Santé, les experts scientifiques, à travers un conseil scientifique et les praticiens de la médecine traditionnelle. La nécessité de développer nos langues nationales sans lesquelles nous ne pouvons pas avoir accès au savoir endogène de manière générale et au savoir de la médecine traditionnelle en particulier. La nécessité d'initier déjà, dès le primaire, les enfants à la connaissance de nos plantes médicinales, d'aider à la médiation entre les praticiens de médecine traditionnelle et l'autorité centrale. Des délégations de la Côte d'Ivoire et du Ghana séjournent au Bénin. Elles prennent part depuis ce jeudi au forum sous-régional des membres des groupes de travail technique du projet sur les indicateurs du travail forcé FLIP, un groupe que le Bénin a intégré cette année. Igor Ayoso et Ariane Da Silva, reportage. Le travail forcé et la traite des personnes constituent des crimes et des violations des droits humains. Selon des estimations de l'Organisation internationale du travail, environ 25 millions de personnes dans le monde sont embrigadées dans le travail forcé et plus de 4 millions d'êtres humains victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle. Ces chiffres nous interpellent et sont alarmants et doivent nous pousser à agir. Car derrière ces statistiques se cachent des souffrances individuelles. Et agir pour les pays membres du groupe de travail technique du projet sur les indicateurs du travail forcé, c'est se mettre ensemble pour impacter et renforcer la protection des personnes. Et c'est à Cotonou que les réflexions se mènent sur le sujet. Qu'ils vous souviennent que c'est seulement en mai dernier
que nous avons officiellement lancé le projet FLIP au Bénin. 6 mois après, nous avons parcouru du chemin et nous voilà aujourd'hui en train d'accueillir nos pairs du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Ce chemin parcouru avec déjà des résultats prometteurs a été possible, d'une part grâce au gouvernement béninois et d'autre part grâce à toutes les parties prenantes du projet pour l'accompagnement et la disponibilité permanente. Cet événement marque une étape cruciale de notre engagement collectif pour combattre sous toutes ses formes le phénomène récurrent du travail forcé et de la traite des êtres humains dans nos pays. Nous devons en effet tout mettre en œuvre pour que les hommes et les femmes vivent et travaillent dans des conditions sûres, équitables et légales. Le FLIP, projet sur les indicateurs du travail forcé, est mis en œuvre par l'ONG Vérité dans 3 pays d'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Bénin. C'est un projet de renforcement de capacité financé par le ministère américain du Travail. Les autorités béninoises, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, œuvrent au quotidien pour une éducation de qualité. Pour preuve, cet atelier de restitution du rapport d'analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives au Bénin. Le rapport, une fois validé, va permettre d'améliorer le contenu de l'éducation tant au primaire qu'au secondaire. Gilles Dansou et Wenceslas Awaimo. L'éducation, pilier important dans tout processus de développement. Les acteurs du système éducatif béninois, tant au primaire qu'au secondaire, se retrouvent ici pour la restitution du rapport d'analyse diagnostique de la chaîne des ressources éducatives au Bénin. Nous sommes convaincus que l'accès à une éducation de qualité pour toutes et tous est la clé pour bâtir des sociétés inclusives, résilientes et prospères. L'engagement de l'AFD s'est massivement accru ces dernières années, et ce avec un portefeuille de plus d'une centaine de milliards de francs CFA jusqu'à l'horizon 2028. Ce projet, aussi intitulé Projet ressources éducatives, cherche à répondre aux défis liés à la mise à disposition des ressources éducatives diversifiées et de qualité pour les élèves des établissements scolaires des 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone dans le Bénin. Il est ainsi question de renforcer l'impact des ressources éducatives sur le Bénin et dans bien d'autres pays de la sous-région. Au cours de cet atelier, vous aurez à examiner en détail la pertinence et la conformité des conclusions de l'étude aux réalités auxquelles vous êtes quotidiennement confrontés à travers cette dimension que sont facteurs sociaux, économiques et culturels nationaux pertinents, accessibilité des manuels scolaires et des guides de l'enseignant, pertinence des manuels scolaires, gestion des contenus, de l'édition et de la distribution des manuels scolaires, intégration des ressources numériques dans l'éducation. Le document, une fois validé, va servir de socle pour une politique éducative durable. Dans le reste de l'actualité, le personnel de l'INF intègre son nouveau siège. Ce déménagement coïncide aussi avec les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Une nouvelle étape qui témoigne de la constante des efforts du chef de l'État dans son engagement en faveur de l'épanouissement de la femme béninoise. La secrétaire exécutive de l'INF en parle au micro de Christelle Tongodo et Bernol Jobé. Le bâtiment de type R+3 est essentiellement constitué de bureaux, d'espaces de travail collaboratifs, de salles de réunion équipées à chaque étage et une salle polyvalente au rez-de-chaussée. Aussi, en ces lieux prend corps le rêve que nous chérissons de déployer un call center, outil précieux pour renforcer l'accès aux services et aux informations, ainsi que pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles et sexistes. Alors que cette étape participe du renforcement des capacités opérationnelles de l'Institut, elle coïncide avec un renforcement en ressources humaines constitué d'avocats, de psychologues, de travailleurs sociaux et de personnel administratif et technique. Nous sommes d'autant plus heureux
de disposer de ce bâtiment à ce moment précis où la communauté internationale s'apprête à entrer de plein pied dans la campagne des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, édition 2024. L'Institut national de la femme en tant qu'organisme dédié à la promotion de l'égalité des sexes et des droits des femmes entend-il jouer un rôle fédérateur au cours de ces journées, comme cela est le cas depuis sa création en 2021. S'inspirant donc du thème central retenu pour cette année 2024, à savoir riposter et se reconstruire après les violences, l'Institut national de la femme a conçu une série de 7 activités, à la fois pour amplifier ses actions, ses efforts et pour mobiliser l'ensemble de la société civile ainsi que les acteurs intervenant dans la prévention et la lutte contre les VBG au cours de cette campagne 2024. Ce sont une cérémonie de lancement officielle prévue à la salle bleue du Palais des Congrès le lundi 25 novembre à 14h, des séances de sensibilisation avec les femmes des 21 ministères sur le thème riposte et reconstruction des femmes face au harcèlement en milieu de travail. En tournée statutaire, le préfet de Lomé et les membres de la conférence administrative départementale étaient dans la commune de Semekpodji. Une communication au civisme et à la citoyenneté marque le lancement de cette tournée au titre de l'année 2024. Calvador Aronon et Nathalie Doris Oulabi. Semekpodji, point de départ de la tournée statutaire du préfet de l'Ouémé. Une tournée dont le top est donné en présence des membres de la conférence administrative départementale, des secrétaires exécutifs et des maires de l'Ouémé. Les forces vives de Semekpodji sont également à cette rencontre. Cette tournée, bien qu'elle soit statutaire, révèle pour nous une importance capitale. Ça veut dire que nos doléances seront privilégiés tels que nous avons été privilégiés dans le choix. La visite du préfet se révèle comme un exercice habituel de redevabilité et de gouvernance participative axée sur le développement à la base et en cohérence avec la vision et les grandes orientations du gouvernement. À la date du 30 septembre 2024, la commune de Semekpodji a mobilisé comme ressources propres plus de 900 millions de francs CFA malgré quelques difficultés enregistrées. Le défaut de transfert à la commune des impôts locaux recouvrés à son profit par la DGE et le CIM-Ouémé. La perte des ressources sur les prestations d'état civil dues à la gestion des dites prestations par l'ANIMP. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique, plusieurs infrastructures sont réalisées sur le volet transport et distribution d'énergie électrique dans la commune. Mais ces infrastructures ont été vandalisées et volées, d'où l'importance de cette communication dont l'objectif est de sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de préserver ces réalisations. Nous espérons vraiment que les populations puissent se mobiliser pour coproduire cette sécurité en vue de sécuriser ces infrastructures énergétiques. Le préfet de l'Ouémé est attendu dans les 8 autres communes du département pour le même exercice. La cité des Kobourou abrite la 2e édition de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. C'est une initiative du ministère des petites et moyennes entreprises à travers le Fonds de développement de l'artisanat en collaboration avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Thème retenu, entrepreneuriat artisanal face aux défis de l'emploi des jeunes au Bénin. Olviga Masson et Dorcas Tito Djaledi. Cette coupure de ruban marque officiellement le lancement de la semaine de l'entrepreneuriat artisanal et de la promotion des artisans. Une initiative qui cible principalement la jeunesse. Quand nous savons que le secteur de l'artisanat regorge 8 branches d'activité et quand nous prenons une seule branche, vous avez une trentaine, pour ne pas dire plus de 30 à 35 métiers. C'est pourquoi désormais, dans les 8 branches d'activité, nous avons 175 métiers. C'est pour dire aux jeunes, parmi les 175 métiers, vous faites votre choix aujourd'hui, ça va vous nourrir. En effet,
À travers cette activité, nous mettrons la lumière sur 4 branches d'activité du secteur de l'artisanat afin de révéler davantage au grand public, notamment aux jeunes sortis des centres universitaires, les différentes opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat qu'offre le secteur. L'agroalimentaire, le textile, l'hygiène et les soins corporels figurent parmi les branches prometteuses pour l'avenir. En favorisant l'entrepreneuriat artisanal, nous contribuons ainsi à réduire le chômage, particulièrement parmi nos jeunes, tout en valorisant le savoir-faire et l'ingéniosité de nos artisans. C'est pourquoi je vous invite à aller vers ce secteur porteur qui vous permettra d'assurer votre autonomie et de contribuer au développement de la nation. L'ultime objectif de cette initiative est le changement de paradigme par un reformatage de la jeunesse devant conduire à un changement de mentalité afin de penser de plus en plus métier, savoir-faire et pratique. Plusieurs communications et échanges sur des thématiques clés, parmi lesquelles les métiers du textile et de l'agroalimentaire, opportunités et perspectives pour les jeunes au Bénin, les branches bois, ameublement, hygiène et soins corporels, défis pour la créativité et l'innovation seront développés de long en large. Je vous le disais en titre, Niki, la cité impériale se numérise. Internet y est maintenant disponible et ceci même dans les camps les plus reculés. Néanmoins, quelques problèmes persistent. Constat avec Ronald Robinson. Les investissements publics déployés ces dernières années pour le développement du numérique au Bénin influencent déjà positivement le quotidien des citoyens de Niki. Même dans les camps un peu éloignés de la ville, même vers la frontière, aujourd'hui il y a réseau. La jeunesse s'épanouit surtout au niveau de la connexion Internet. Le PNC est doté d'une fibre optique qui nous permet d'avoir une haute qualité de connexion Internet et qui permet aussi à la population de jouir de certains e-services. Donc ça fait que la population est à l'aise par rapport à ça. Les 4 CIP, les actes de naissance, tous les services à NIP. Un travail particulier a été fait par rapport au village frontalier. Lorsqu'il y a même un problème d'insécurité qui se posait, c'est peut-être 72 heures après qu'on a l'information au centre. J'étais dans la zone, j'ai vu que quand même beaucoup de villages au niveau de la frontière avec le Nigeria aujourd'hui ont le réseau. La communication et l'accès aux services digitaux dans les établissements publics et privés se trouvent facilités. Par rapport à la connectivité, on ne boude pas son plaisir. Si je me connecte là, c'est feu vert. Et si j'achète forfait Internet, des fois même on nous donne des bonus et c'est bon. Même chez mes amis aussi parce que bon, si on vient ici, là on se connecte, on fait tout ce qu'on veut. La connexion là, ça m'avantage beaucoup et c'est efficace pour moi. Et à Niki ici, maintenant, avec les réseaux là, tu peux communiquer n'importe où. Tu peux écrire à n'importe quel village, à n'importe quel camp. Tu peux communiquer facilement sans te déplacer. Nous avons la chance d'avoir la plateforme de gestion électronique des courriers qui permet à tout acteur de la mairie d'éditer des courriers et de faire signer ces courriers par l'autorité. Même si cette personne est en Chine, ce qui permet vraiment d'aller plus vite dans les tâches. Nous avons aussi la chance d'avoir la plateforme Belgique Collab qui permet de pouvoir faire des réunions en ligne, quel que soit l'endroit, de façon instantanée. Nous avons le centre communautaire des services publics. Ce centre est vraiment très important pour les fonctionnaires de l'État qui sont dans des zones un peu reculées, de pouvoir consulter les actes de carrière, tout ce qu'il y a comme document administratif. Un véritable engouement est noté autour des kits de réception de la télévision numérique terrestre confiés à la mairie de Niki. Il y a vraiment le besoin. Tout n'est pas rose. Toutefois, l'accélération que connaît dernièrement la révolution numérique au Bénin fait rêver d'un niveau de couverture encore plus optimal dans les jours et mois à venir. L'actualité internationale nous conduit entre autres au Mali où Abdoulaye Maïga est nommé Premier ministre en remplacement de Choguel Maïga. On fait le tour avec Blaise Adampo. Après 3 ans et 5 mois, Choguel Kokala Maïga, Premier ministre malien, a été démis de ses fonctions mercredi par les autorités de la transition. Ce limogeage intervient après des critiques publiques formulées samedi contre le pouvoir.
Le chef du gouvernement avait dénoncé son exclusion des prises de décision et évoqué le spectre de la confusion et de l'amalgame qui, selon lui, entoure la période actuelle de transition. Cette déclaration rare dans le contexte politique malien semble avoir précipité sa destitution. L'annonce a été lue à la télévision nationale ORTM par le secrétaire général de la présidence. 0656 PTRM du 20 novembre 2024, mettant fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. Dans la journée de ce jeudi, le général Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre de la transition du Mali. Jusque-là, porte-parole du gouvernement, Abdoulaye Maïga est une figure médiatique du régime malien. Désormais, 2 généraux sont à la tête de l'exécutif au Mali. C'est une occasion inespérée pour l'opposition. Le débat qui enflamme la République démocratique du Congo autour du projet de modification de la Constitution est une chance inattendue pour l'opposition congolaise de sortir de sa léthargie après la victoire écrasante de Félix Tshisekedi à la présidentielle. Les opposants au chef de l'État se font de nouveau entendre dans une cause commune, défendre une constitution menacée. Pour l'opposition, la révision de la loi fondamentale n'a qu'un seul objectif, permettre à Félix Tshisekedi de rester au pouvoir après son 2e et dernier mandat. Ne l'oubliez pas, ce soir à 20h30, prenez le rendez-vous de documentaire qui vous emmène à la découverte d'infrastructures sanitaires de pointe avec Marcel Arrossi. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.